Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la rareté de main-d'œuvre organisé par le CRIMT. Mon nom est Pierre Bilodeau, ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est moi qui ai ce privilège d'animer cette belle activité. euh, Activité ou en fait privilège que je vais partager avec nos 5 panélistes que que je vais vous présenter dans l'ordre de leur première et principale intervention. Donc, d'abord, M. Éric Desrosiers, qui est journaliste à la section économie du quotidien Le Devoir depuis presque 25 ans, politologue, diplômé de l'Université Laval, de l'Université de McGill et de l'Université de Montréal. Outre l'actualité, s'intéresse notamment aux effets des grands phénomènes tels que la mondialisation, l'ascension des économies émergentes, les défis du développement durable, les nouvelles technologies, le choc démographique. Il a publié à l'automne dernier un petit ouvrage de vulgarisation intitulé La crise de la main-d'œuvre aux éditions Somme Toute, et petit ouvrage qui servira d'ailleurs de base en partie à la présentation qu'il nous fera dans quelques instants. Notre deuxième intervenante, la professeure Wassila Mercouche, euh, détentrice d'un doctorat en relations industrielles. Elle est membre de l'Ordre CRHA et professeure agrégée en GRH, gestion des ressources humaines, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ses recherches portent sur les facteurs explicatifs de l'attraction, le développement et la rétention des employés en contexte de pénurie de main-d'œuvre en région. S'intéresse aussi à la santé, au mieux-être au travail ainsi qu'à l'EDI. Elle nous entretiendra particulièrement de ces enjeux-là, en fait, de la rareté de main-d'œuvre dans le contexte des régions périphériques aux grands centres urbains. Troisième intervenant, Manon Poirier, avocate de formation, titulaire d'une maîtrise en sciences d'administration de l'Université Laval, compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Depuis 2016, elle occupe le poste de directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, organisation dont la mission est de protéger le public et d'encadrer la profession des conseillers en ressources humaines, donc les CRHA et les CRIA. Quatrième intervenante, la professeure Tania Saba, fondatrice et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance, professeure titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Ses expertises couvrent les domaines de la gestion de la diversité, du vieillissement de la main-d'œuvre, des différences de valeurs intergénérationnelles, des transformations de l'organisation du travail et des compétences futures. Et enfin, le dernier et non le moindre, professeur Patrice Jalette, professeur titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, où il enseigne depuis 2001, s'intéresse aux conditions de travail dans les milieux syndiqués ainsi qu'aux enjeux relatifs à la négociation collective et aux relations du travail dans une perspective comparative. Plus récemment, aux répercussions de la rareté de main-d'œuvre sur les employeurs, les syndicats et les travailleurs. Avec une douzaine de collègues, il vient tout juste de publier la 4e édition de l'ouvrage de la Convention collective au Québec. Le professeur Jalette nous parlera de l'impact de la rareté de main-d'œuvre sur les rapports collectifs du travail. J'ai oublié de le mentionner. Maître Poirier nous parlera évidemment des effets de la rareté de main-d'œuvre sur les membres de son organisation, c'est-à-dire professionnels en gestion des ressources humaines et en relations industrielles. Et la professeure Saba va nous parler des angles morts de la rareté de main-d'œuvre, que sont la diversité de la main-d'œuvre et les inégalités au travail. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à nos intervenants qui disposeront chacune et chacun de 8 minutes pour faire une présentation de leurs travaux. Et donc, je débuterai avec M. Desrosiers et je vais partager mon écran pour vous donner accès à la présentation PowerPoint qu'il souhaite partager avec vous. Alors, d'abord, bonjour à tous. Merci de cette chance que vous me donnez de m'adresser à cette distinguée assemblée. Vous avez donc tous compris que je suis zéro un expert en la matière. La question de la rareté de main-d'œuvre, c'est un enjeu dont on parle, je pense, depuis que j'ai commencé à l'économie il y a plus de 25 ans. Alors, donc, c'est assez amusant de voir comment est-ce que dans le débat public, on a l'impression d'avoir un peu découvert cette question-là depuis seulement 2, 3 ans, peut-être depuis la pandémie où on a vraiment commencé à en parler beaucoup.
parce que c'est vraiment un enjeu qui est traité depuis très longtemps. Puis, ben, il y a une raison fort simple à ça. L'un des facteurs déterminants, c'est la tendance démographique. Et il n'y a rien de plus facile à voir venir qu'une tendance démographique. C'est des choses qui s'inscrivent dans le passage de générations. Et donc, depuis plus d'une centaine d'années, le taux de natalité est en baisse au Québec. Il y a eu un petit rebond au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le fameux baby boom, mais après quoi, on a repris la tendance lourde. Puis donc, le taux de natalité a baissé. Puis donc, on voyait venir cette cohorte-là approcher de plus en plus du moment de la retraite, ce qu'elle a commencé à faire. Puis là, bien évidemment, ça a un impact sur la main-d'œuvre disponible. Vous voyez ici des chiffres, c'est le nombre d'enfants par femme au Québec. On compare les années 60 à 2021. Alors, le Québec est en premier. Vous voyez que ça a quand même chuté de façon prononcée. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que le Québec n'est pas le seul. En fait, moi, j'avoue que je l'ai appris. En Ontario, la chute est encore plus prononcée. Mais en fait, c'est quelque chose comme le 2 tiers de la population humaine qui se trouve dans des pays où le taux de natalité est inférieur au taux comment on appelle ça, de reproduction naturelle ou quelque chose du genre, là, donc de 2,1 enfants par femme. Alors, c'est vraiment une tendance lourde qui tient à toutes sortes de facteurs. Et donc, le choc sur la main-d'œuvre disponible là, au Québec, ben, on la voyait venir, comme je le disais, mais il y a quand même toutes sortes d'autres facteurs qui ont une influence sur la main-d'œuvre disponible. Euh, un des facteurs probablement qui a retardé la venue du problème, c'est la spectaculaire progression de la participation féminine dans le marché du travail. C'est dû à toutes sortes de facteurs. La démocratisation de l'éducation au Québec, notamment, le succès des politiques familiales. Mais donc, il y a vraiment eu, le Québec est parti d'un retardataire au statut de leader des économies développées de ce point de vue-là. D'autres facteurs aussi ont joué, notamment les cycles économiques, le dynamisme de l'économie. L'économie québécoise a été très dynamique en la seconde moitié des années 2010. Euh, donc, il y a eu une forte demande de main-d'œuvre. Puis à l'inverse, ben, c'est ça, là, depuis à peu près une année, là, l'économie a un petit peu plus de mal. Et donc, ça a un petit peu allégé les pressions sur la demande de main-d'œuvre. Alors, ça, c'est un des facteurs. Puis bon, je parlais de la pandémie, mais la pandémie plus la rareté de main-d'œuvre a aussi accéléré une certaine tendance, en fait, un certain transfert de la main-d'œuvre, de secteurs qui avaient un peu plus de mal durant la pandémie, où là, les conditions de travail étaient peut-être un petit peu moins bonnes, vers des secteurs plus dynamiques ou des secteurs où on était prêt à offrir des meilleures conditions de travail. Alors donc, il y a eu aussi une accélération. Dans certains domaines, on a souffert d'une rareté de main-d'œuvre plus prononcée. Cette rareté de main-d'œuvre-là a toutes sortes de conséquences. On entend beaucoup parler des conséquences économiques de toutes ces entreprises dont le développement est freiné par le manque de main-d'œuvre. On entend, c'est plus qu'anecdotique, des entreprises qui doivent reporter des projets de développement, qui doivent renoncer à des contrats parce qu'ils n'ont juste pas la main-d'œuvre disponible. Ça touche aussi le secteur public. On n'arrête pas de parler des profs qui sont manquants, du personnel de soignants qui est manquant dans le secteur de la santé, des préposés dans les services de garde. En fait, dans beaucoup de secteurs, c'est rendu un problème. On a du mal à trouver la main-d'œuvre nécessaire pour répondre aux besoins et à la demande. Du point de vue des travailleurs, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que soudainement, ils ont beaucoup plus de valeur aux yeux des employeurs, donc qui sont prêts dans la mesure du possible à leur offrir des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, puis prendre plus soin de la meilleure façon de mettre en valeur leur valeur ajoutée. Euh, Toutefois, globalement, moi, je le regarde particulièrement du point de vue de l'économie. Bien sûr, ça vient freiner la croissance de l'économie. Puis aussi, du côté des finances publiques, ça pose un sacré problème parce que si l'économie croît moins vite, c'est des ressources fiscales qui ne vont pas dans les coffres de l'État. À un moment où on parlait de vieillissement de la population, là, ça déboule mes diapositives. On va y venir, faites-vous-en pas. Euh, à un moment où le vieillissement de la population fait évidemment augmenter beaucoup les coûts de santé, mais aussi à un moment où, par exemple, on a une transition climatique à effectuer, puis donc ça prend des ressources publiques pour faire ça.
Alors, il y a toutes sortes de solutions qui ont été mises de l'avant. Tiens, ça peut être un moment là, de changer de graphique si vous voulez. Hem, heu, Logiquement, on se dit, bon, ben, s'il manque de travailleurs, il faut simplement augmenter le nombre de travailleurs disponibles. Alors, bon, on pourrait faire plus d'enfants, mais je vous disais tout à l'heure, ça, c'est une tendance qui est vraiment lourde et qui n'est pas propre au Québec. On ne peut pas espérer, puis en fait, probablement, on ne veut pas souhaiter non plus, de revenir à des taux de natalité comme on avait il y a 100 ans. Alors, il s il d'abord, il faut voir est-ce qu'il y a moyen de mieux utiliser la main-d'œuvre disponible? Est-ce qu'on laisse des travailleurs sur le carreau? Tout à l'heure, je vous ai parlé du succès retentissant qui a été fait du côté du travail des femmes. Comme je vous disais tout à l'heure, là, on a le taux de participation là, des femmes et des hommes au marché du travail là, pour le principal groupe de travailleurs, là, les 25-54 ans. Alors, au milieu des années 70, je le disais tout à l'heure, le Québec était un de ceux qui faisait qui avait la plus mauvaise performance. Puis là, en gros, le taux de participation féminin est pratiquement le même que celui des hommes. Et ça, c'est vraiment un score comme on a à peu près pas dans les autres économies développées. Donc, c'est super, c'est vraiment un beau progrès, c'est une belle réussite. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a pas mal moins de progrès qu'on peut réaliser de ce côté-là. Un autre grand groupe de travailleurs auquel on pense, c'est les travailleurs plus âgés, hein. Si la population vieillit, on se dit, ben, on pourrait les garder au travail un peu plus longtemps. Là, effectivement, il y a du progrès à faire et on s'attend à ce que du progrès se réalise. Déjà, le progrès est en cours. Ça devrait s'améliorer beaucoup, justement, du fait que les femmes participent plus au marché du travail. Donc, elles aussi, en vieillissant, elles sont susceptibles de rester plus longtemps au travail. Puis, il y a toutes sortes de tendances qui favorisent un certain maintien au travail. Les gouvernements essayent d'adapter les règles. Les entreprises s'ouvrent soudainement aux travailleurs, des gens plus âgés. Madame Poirier, là, vous pourra vous en parler sans doute beaucoup plus en détail que moi. Toutefois, même là, les gains, réalisables sont probablement pas si grands que ça. Ils vont s'amenuiser avec le temps parce que, en fait, le gros de la masse des travailleurs âgés dont le Québec va disposer, ben, vieillit et même les baby boomers, dans 5, 6, 10 ans, ben, seront juste trop vieux pour être encore sur le marché du travail. Ce qui fait que les progrès qu'on peut espérer de ce côté-là sont non négligeables, mais ne sont pas si grands. Puis bon, et ensuite, il y a un paquet d'autres travailleurs, les travailleurs plus jeunes qu'on a laissés, les décrocheurs qu'on a laissés sur le carreau, des travailleurs qui souffrent d'un handicap ou des choses comme ça. Il faut apprendre à mieux mettre à contribution l'ensemble des bras. Mais évidemment, dans le débat public, on a beaucoup parlé de l'immigration. Et là, si vous voulez, vous pouvez passer à la prochaine diapositive. Euh, Ça, évidemment, il y a eu un renversement assez important de situation au Québec comme au Canada. L'immigration prend une place de plus en plus importante dans l'augmentation de la population. La population québécoise continue d'augmenter, mais comme vous le voyez, là, quand on voit la contribution là, positive, qu'est-ce qui fait que ça augmente la population? Là? Ben, l'augmentation de la population au début des années 70 venait essentiellement de l'accroissement naturel. Puis aujourd'hui, ben, ça vient essentiellement de l'immigration. À tel point d'ailleurs que selon le ministère du Travail puis les partenaires du marché du travail, on s'attend à ce qu'à peu près le quart des besoins de travailleurs d'ici 2031 seront remplis par des travailleurs immigrants. Alors effectivement, ça leur a une contribution positive. Euh, Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc cet apport de bras, de tête, peut être extrêmement utile si on peut les envoyer là où on en a le plus besoin. Euh, et donc, c'est ce à quoi s'affairent les pouvoirs publics puis les acteurs économiques sur le terrain. Toutefois, les experts, les macroéconomistes nous apprennent quelque chose qui est assez amusant puis qui est peut-être contre-intuitif, mais on nous dit qu'en gros, ben, d'ajouter des travailleurs, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose dans un cas de rareté de main-d'œuvre, dans la mesure où ces nouveaux travailleurs, qu'ils viennent de l'étranger ou que ce soit simplement des travailleurs déjà au Québec qu'on apprend à mieux mettre en valeur, ben, s'ils travaillent plus, ils gagnent plus.
plus, ils consommeront également plus, ils seront plus demandeurs de toutes sortes de choses. On parle beaucoup de logement ces temps-ci, mais pas seulement. Ils achèteront plus de choses, ils vendront plus de services. Et ça créera une pression pour une demande plus accrue de travailleurs. Ce qui fait que, toute chose étant égale, ajouter des bras ne change pas fondamentalement la question de rareté de main-d'œuvre. De façon globale, comme je vous dis, de façon ponctuelle et sectorielle, là, évidemment, on peut faire une certaine différence. Alors quoi? En Passons à. conclusion, s'il vous plaît, monsieur Desrosiers, Ah, je déjà, m'excuse, alors. c'est très ingrat, mais Non, c'est moi. Non, c'est moi. Donc, j'ai très, très mal géré mon temps. Je suis désolé. Alors, avançons à la prochaine diapositive. Voilà. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En plus, il n'y a rien de plus plate que ça, de finir avec une équation. Ce qu'il faut y voir, en fait, essentiellement, c'est d'où vient la croissance économique. Ça vient de la croissance de la population, ça vient du taux d'emploi, donc dans quelle mesure la population est au travail, de l'intensité du travail, c'est le nombre d'heures qu'on passe au travail, et de la productivité. Et en gros, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a à peu près plus grand-chose à espérer de la croissance de la population, du taux d'emploi et de l'intensité du travail. Le gros de la croissance va venir dans les prochaines années de la productivité, donc du nombre de la richesse produite par heure travaillée. Et là-dedans, le Québec fait particulièrement pas bien. Le Québec et le Canada, on est particulièrement mauvais. Il faudra donc apprendre collectivement à avoir une économie qui dépend moins d'une main-d'œuvre abondante et bon marché, puis trouver une façon donc de créer plus de richesse avec la main-d'œuvre dont on dispose déjà. Je vais m'arrêter là. Désolé d'avoir dépassé mon temps. merci beaucoup, Éric, pour cette présentation, très intéressante. Écoutez, vous comprenez, puis les participants et participants comprennent bien que le format nous contraint à se limiter dans le temps, mais je vous remercie pour la quantité d'informations que vous nous avez, transmises dans les dernières minutes. Je vais cesser le partage de mon écran et je vais céder la parole sans plus tarder à la professeure Wassila Mercouche de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Wassila, c'est à vous. Merci beaucoup, professeur Bilodeau. Merci, bonjour à toutes et à tous. Très contente de partager certains éléments avec vous. Quel beau défi de passer après Éric Desrosiers et avant Manon Poirier et deux de mes excellents professeurs. Donc, beau défi pour moi. Donc, je vais vous parler ou concentrer ma présentation sur trois points principaux, un peu en continuité avec ce que nous présentait Éric Desrosiers. Donc, le contexte un peu d'une région parmi d'autres au Québec. Puis, je vais parler aussi de rétention et attraction dans ce contexte particulier. En fait, on a compris que la situation au niveau macro-provincial est inquiétante, mais qui quand même reflète des résultats qui peuvent être très différents entre des grands centres choyés par des infrastructures abondantes, des personnes et aussi convoitées par plusieurs personnes et des régions qui, malgré leur richesse, peinent à trouver de la main-d'œuvre qualifiés. Donc, malgré la concurrence avec d'autres régions, donc un peu une bonne nouvelle, donc malgré la concurrence avec d'autres régions, malgré le bilan migratoire négatif, c'est-à-dire il y a plus de gens qui quittent la région de l'Abitibi-Témiscamingue que ceux qui s'y installent, et donc malgré aussi le vieillissement et le peu de natalité qui est une réalité partagée, l'Abitibi-Témiscamingue arrive quand même à attirer un nombre accru de personnes à travers à la fois l'immigration temporaire, donc en premier lieu, avec des étudiants internationaux, donc futurs travailleurs, mais aussi avec des travailleurs temporaires. Mais en deuxième lieu, elle attire aussi de l'immigration, mais avec un faible pourcentage qui tourne autour de 0,4 % de toute la population attirée, admise au Québec en 2023. Par ailleurs, ces dernières années, la population active en région a diminué et cette diminution va rester jusqu'en 2036. Et aussi, la région a affiché un taux de chômage très bas, donc de 2,3 en mai dernier, comparativement à 5,1 au Québec. On s'en doute pas, avec une situation de presque plein emploi comme ça, les personnes à la recherche active d'emploi vont être 2 fois moins que le volume
même des postes vacants. Donc, l'indice de remplacement aussi est inquiétant, qui est à 72 comparativement à 85 au niveau québécois. Donc, on arrive à peine à remplacer les personnes qui partent en retraite. Aussi, on a un défi dans la région de pourvoir 14 900 postes d'ici 2026. Mais aussi, on observe quand même, c'est inquiétant, une évolution dans les exigences et les qualifications en emploi qui ont augmenté donc significativement, et donc on s'inquiète vraiment pour les personnes très peu scolarisées dans la région. Donc, conclusion, c'est qu'on arrive quand même en Abitibi-Témiscamingue à faire fonctionner l'économie, principalement avec l'immigration temporaire et permanente, mais on doit trouver des solutions à plus long terme. Donc, mes deux prochains points se focalisent plus sur le secteur manufacturier qui contient plusieurs petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de la création de richesses au Québec et au Canada, et aussi parce elles ont été, ces PME, ce secteur, négligées un peu par les études empiriques. Donc, premièrement, je vais aborder donc mon deuxième point sur la rétention. Pourquoi la rétention avant l'attraction, alors que c'est un peu le plus connu dans le discours à la fois des praticiens et des chercheurs. On parle d'attraction-rétention. Moi, je vais inverser. Pourquoi? Parce que dans une perspective un peu stratégique, on devrait faire avec ce qu'on a déjà. Donc, on devrait valoriser les talents qu'on a travaillé dessus, puis chercher après à acquérir des talents à l'externe. Donc, c'est un peu dans cette visée-là que j'aborde la rétention en premier lieu. Donc, bien sûr, la rétention, c'est l'ensemble de pratiques qu'on déploie pour retenir et avoir une relation durable avec le personnel. Par ailleurs, la fidélisation n'est pas seulement des pratiques qu'on affiche, des pratiques écrites et documentées, c'est plutôt une pratique quotidienne. C'est un climat social favorable, un soutien au quotidien, de l'humanisme dans la gestion de la relation de supervision et aussi la gestion de la relation avec les pairs. Donc, c'est ce qui ressortait aussi de nos études. Avec mon équipe que je n'ai pas introduite, on est une équipe de recherche en sciences de gestion à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et là, c'est aussi des pratiques qui veillent à la santé mieux-être au travail et aussi à pratiquer l'inclusion et l'équité dans un monde diversifié de main-d'œuvre. Donc, malgré aussi le taux de chômage bas que j'ai indiqué, les entreprises qu'on a étudiées, les employés affichent de faibles tendances à chercher de l'emploi à l'externe, surtout et même en présence de grandes compagnies minières et d'exploitation de ressources qui offrent des conditions salariales très alléchantes. Donc, on peut garder des employés avec des pratiques humaines et humanistes au travail. Donc, la recette magique que ces entreprises nous ont divulguée, et ce qu'on a constaté, c'est un peu une approche de gestion paternaliste, pas dans sa connotation négative, mais plutôt dans le fait de faire grandir les employés, en utilisant un peu leurs mots, dans leur contexte. C'est-à-dire qu'ils veillent à la formation, le développement de compétences à l'interne et accompagner et faire un peu, selon le modèle de Von Burger et Meshulam en 2000, faire un peu de l'acquisition à l'interne ou la création, la fabrication de ces compétences à l'interne. C'est aussi beaucoup la gestion par les valeurs qu'on a remarqué. Donc, dans un monde de rareté, dans une concurrence pour les salaires très intéressants, les valeurs qu'on affiche et bien sûr qu'on fait vivre aux employés sont un facteur de rétention important. Puis, on a remarqué que les entreprises ont fait des efforts incroyables pour retenir des employés qui, au départ, ont embauché de façon temporaire, donc des travailleurs très qualifiés étrangers, et investissent beaucoup en les aidant à acquérir des compétences en français pour avoir leur résidence permanente et, idéalement, faire venir leur famille pour une meilleure stabilité. Aussi, parlons un peu de la crise de logement qu'on a introduit. En fait, ces entreprises, quelques-unes, ont acheté elles-mêmes des logements, puis ils ont loué ces logements à des prix modiques pour les travailleurs pour pallier un peu cette difficulté en matière de logement.
Donc, 2 points importants sur le point de la rétention. Donc, en situation d'abondance d'emploi, bien sûr, les employés ont le droit de quitter, on ne peut pas les empêcher, mais ils peuvent y revenir avec un effet boomerang. Donc, des entrevues des départs sont importantes pour un peu garder ce lien positif, mais aussi sur le plan de la pratique et de la recherche, il faudrait changer de perspective au lieu de documenter les éléments qui nous font perdre des employés. Il faut focuser sur les éléments qui les font garder, donc dans un peu la mouvance de why people stay au lieu de chercher pourquoi les gens quittent. Mon troisième élément, donc sur les facteurs d'attraction, donc ce qu'on a observé et ce qui ressort de nos recherches, c'est que, bien sûr, la rémunération reste importante, surtout un peu après l'inflation post-pandémie, mais ne demeure pas au premier plan un facteur attrayant. Donc, avec cette situation-là de presque plein emploi, les chercheurs d'emploi choisissent un peu. Donc, c'est eux, ils sont un peu en position de force et choisissent un peu le futur employeur. Et on a remarqué que beaucoup de populations jeunes cherchent à trouver ou se retrouver dans les valeurs des organisations qui pourraient être leurs futurs employeurs. Et donc, le focus sur bien afficher sa vision, sa mission ou encore la cause ou le projet porteur, ça aide aussi à attirer beaucoup des candidats à la fois dans la région mais aussi de l'extérieur. Donc, la marque employeur s'impose comme une stratégie importante. D'ailleurs, les entreprises qu'on a sondées misent beaucoup sur ça. Donc, la littérature aussi nous enseigne un lien significatif entre l'attraction et la fidélisation. Donc, si je reviens un peu à mon premier point, Faudrait aller en conclusion, s'il vous plaît. oui, Ouais, c'est oui, là. je suis en train de conclure en fait. Merci. Je vous en prie. Donc, bien sûr, les entreprises manufacturières que nous avons étudiées misent beaucoup sur le recrutement indirect. Donc, elles travaillent beaucoup sur chercher des étudiants, donc aller chercher des étudiants auprès de l'université, du cégep, donc les seuls dont on dispose en région, développent beaucoup de partenariats avec l'université, mais aussi attirer des étudiants étrangers qui peuvent constituer un bassin de travailleurs qualifiés, c'est une stratégie gagnante dans la région. Donc, je conclus sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wassila, pour votre intervention. Euh, Très intéressante sur la réalité que vivent plusieurs praticiennes et praticiens en dehors de Montréal, de Québec, les centres urbains. Je cède immédiatement la parole à Manon Poirier, qui nous entretiendra des impacts de la crise de la main-d'œuvre sur les professionnels en ressources humaines et en relations industrielles. Manon, c'est à vous. Oui, bonjour, bon midi à tous. Merci, Monsieur Bilodeau. Effectivement, je vais faire mention un peu des impacts, on s'en doute peut-être là, de la pénurie sur nos professionnels. Mais j'avais le goût de prendre aussi un pas de recul puis de voir un peu quelles sont les stratégies qu'adoptent les organisations face à cette pénurie. Quelles sont les stratégies qui sont peut-être émergentes ou qui seraient peut-être porteuses de solutions outre et tout ça en quelques minutes. Donc, j'essaierai de faire un sommaire adéquat. Je pense que le constat qu'on peut faire, c'est que les premières stratégies face à la pénurie, on l'a beaucoup vécu. En fait, il y a 2 ans, c'était très, très fort. C'est souvent le réflexe de faire une stratégie de salaire. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui, au cours des dernières années, ont bonifié leur salaire. Et on a vu réintroduire d'un point de vue des praticiens, des pratiques qu'on voyait moins depuis quelques années où on est allé sur, oui, une surenchère, mais on a vu réapparaître les bonnies signatures, on a vu réapparaître des bonnies de rétention. Fait que c'est souvent un réflexe des organisations qui veulent se démarquer par rapport à un marché compétitif. Bien sûr, ça vient avec son lot de risques et d'où mon propos, c'est que souvent, c'est des visions court terme où on se dit, ben on veut aller chercher des ressources, on en a besoin justement
pour accepter des contrats. Mais dans certaines organisations, elles l'ont bien fait. Dans d'autres organisations, ce qu'on voit, c'est qu'on a créé des écarts au niveau de l'équité à l'interne. Et en termes de rétention qui est si précieuse, comme Wesley nous en a parlé, ben c'est sûr que la pire chose qu'on peut faire à notre structure de rémunération, c'est de créer une perception ou encore pire, une réalité d'inéquité à l'interne pour les gens qui ont été fidèles au poste. Il y a bien sûr eu une hausse sur le salaire souvent des gens dans les postes d'entrée parce que c'était difficile de trouver des travailleurs non qualifiés, mais ça a eu, on le comprend bien, un impact sur toute la structure des organisations. Donc, la stratégie salaire, oui, c'est important. On a vu dans nos constats que le salaire a un peu repris du galon sur l'importance des choix, pourquoi les gens décident de travailler pour une organisation ou encore d'y rester, parce que bien sûr, le bruit ambiant, c'est que le pouvoir est aux individus dans ce contexte de pénurie, mais ça vient avec un risque important d'inéquité. Donc, une espèce de prudence qu'on doit avoir là-dessus. Puis les 2 dernières années où les augmentations de salaire ont été les plus hautes historiquement en moyenne au Québec, étant donné les pressions économiques, bien, c'est sûr que la capacité des organisations de soutenir un rythme comme ça est assez limitée. Bien sûr, une des stratégies les plus importantes et peu importe ce qu'on regarde, les recherches, les sondages, les pratiques, le jour, la réalité au quotidien, c'est vraiment toutes les mesures de flexibilité. Donc, priorité absolue pour beaucoup d'employés dans les organisations. Donc, plusieurs organisations se sont ouverts à des politiques là, d'horaires flexibles, d'horaires comprimés. Bien sûr, on a beaucoup parlé du télétravail pendant la pandémie. Et je vous dirais que le post-pandémie, la réalité du télétravail, on le voit dans l'actualité, notamment là, récemment au niveau du gouvernement fédéral. Donc, le fait de ramener les télétravailleurs avec une présence plus accrue au niveau des milieux de travail est un défi. Donc, encore un avantage compétitif important. Et le fait que la pénurie est avec nous pour encore bien des années, bien, il va falloir continuer de regarder ces mesures-là. Le constat qu'on fait notamment sur le télétravail, c'est que beaucoup d'organisations, à notre humble avis, n'abordent pas la question du télétravail de la bonne façon. Donc, on le voit strictement comme une politique de flexibilité. Et la question du comité de direction, c'est jusqu'à combien de jours par semaine on est capable de tolérer que les gens ne soient pas là, alors que c'est une opportunité formidable de réorganiser le travail et de revoir un peu l'obligation, en fait, la nécessité ou les moments où on est en présence pour des tâches ou des activités qui ont une valeur ajoutée pour être faites en présence et le reste du temps, laisser de la latitude aux individus. Professeur Sabat a notamment plusieurs recherches là-dessus qui nous ont inspirés là-dessus. On a espéré que, Tania, que tout le monde, toutes les entreprises au Québec embrassent ta posture là-dessus. Puis on continue d'essayer d'aider les organisations à prendre l'opportunité de revoir l'organisation du travail pour faire sens de ce fameux télétravail parce que dès que fléchissent des sondages de mobilisation au sein des organisations, et on le voit présentement, donc dès qu'une mobilisation semble s'amenuiser de quelques points de pourcentage, la solution de beaucoup d'employeurs, c'est de ramener leurs télétravailleurs. Je ne suis pas sûre que c'est la bonne réponse à la solution. Donc, à considérer pour continuer d'être attractif comme employeur dans cette pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, le temps est limité et on a déjà parlé un peu du recrutement. On parlera du recrutement international. C'est sûr que ça a créé le moment de la pandémie, je pense qu'il a ouvert des yeux à beaucoup d'organisations aussi sur la capacité d'aller avoir des gens à la pige et tout ça. Donc, avec les plus et les moins que ça, brièvement. Donc, certains individus ont embrassé cette possibilité-là. Est-ce que ça crée de la certaine précarité? Je laisserai probablement Tania en vous glisser un mot. Monsieur Desrosiers, vous évoquez, là, je pense, les travailleurs expérimentés. C'est peut-être sur ce bassin sous-représenté. Donc, et les solutions à la pénurie, bien sûr, il y a l'immigration et vous avez présenté un peu la perspective économiste là-dessus, puis l'apport véritable et comment est-ce que ça contribue à contrer la pénurie ou pas. Au niveau des bassins sous-représentés, je pense qu'on fait du millage au niveau des travailleurs expérimentés où les gens restent un petit peu plus longtemps. Pour ça, bien sûr, je n'ai pas la science derrière ça. Est-ce que c'est les incitatifs fiscaux du gouvernement qui ont un impact? Probablement peu, mais vraiment, la clé se trouve dans
la posture, la façon des organisations d'être créatifs et de revoir, de structurer encore une fois les emplois pour conserver cette main-d'œuvre qui veut souvent rester, mais pas dans les mêmes cadres, dans les mêmes conditions, notamment quant aux horaires. Mais les écarts demeurent encore beaucoup, notamment au niveau des Autochtones, des personnes en situation de handicap, sur leur représentativité sur le marché du travail. Donc, encore un potentiel là d'intégrer cette main-d'œuvre qui veut et qui peut contribuer là, à notre économie. Donc, le constat qu'on fait à ce jour-ci quand même et qui commence à nous inquiéter, c'est que de façon globale, cette pénurie de main-d'œuvre-là amène dans certains cas une réduction en fait, un manque de compétences dans certains postes, donc avec des impacts préoccupants. On le voit notamment dans le secteur de l'enseignement où les enseignants non qualifiés sont très, très présents avec l'impact que ça peut avoir, bien sûr, sur l'éducation. On le voit aussi, ne serait-ce qu'au niveau du service à la clientèle comme citoyen, au niveau de la maîtrise de la langue et tout ça. Donc, une préoccupation qu'on a de notre côté. C'est sûr que dans des environnements où il y a un cadre, il y a des exigences, par exemple, au niveau des ordres professionnels, bien, on maintient le cap avec, bien sûr, les critiques que ça occasionne dans les médias, mais de notre côté, quand il n'y a pas ces espèces de garde-fous-là, notre constat, c'est dans certains cas, c'est qu'il y a une réduction, en fait, une baisse du niveau des compétences des gens. Est-ce que, professeur Jalette a fait une étude auquel on a collaboré là, dans les derniers mois et on voyait l'impact dans les organisations de cette pénurie-là et on nous dit, ben probablement un peu plus de tolérance sur les enjeux de discipline parce qu'on se dit, ben si on agit puis on laisse partir, on va manquer de main-d'œuvre, peut-être certaines restrictions davantage au niveau des congés, de la flexibilité qu'on veut toutefois donner à nos gens. De la pression sur nos professionnels qui bien sûr, donc l'organisation qui dit on a besoin de main-d'œuvre, trouve-nous des gens, on veut garder nos gens, donc trouve des solutions, beaucoup de pression, donc préoccupation de notre part sur nos professionnels, sur leurs conditions de travail, sur leur santé mentale qu'on a mesurée dans les différentes, bien sûr par sondage, leur perception, là, ils n'ont pas un réel diagnostic, vous en conviendrez, mais leur perception de leur santé mentale qui se dégrade. En fait, ils se disent en moins bonne santé psychologique qu'en plein cœur de la pandémie où ils étaient là, au cœur des enjeux de santé et sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire davantage en quelques minutes? Je En présume qu'il me conclusion, s'il reste. vous plaît, Manon. Oui, alors, donc, décloisonnement, de belles conversations qu'on peut avoir. On a un exemple du secteur de la construction qui vient d'un peu assez décloisonner des cadres, des métiers pour donner plus de souplesse. On vient de le voir en santé la semaine dernière, un projet de loi qui vient un peu décloisonner et permettre à d'autres professionnels. Donc, moi, je trouve que c'est une belle occasion pour un dialogue intéressant patronal, syndical sur nos structures et leur donner plus de souplesse. Souvent, ces structures-là, ces cadres-là qui ont été mis à un moment où on avait beaucoup de main-d'œuvre et aujourd'hui, ben, il faut peut-être le penser autrement. Donc, mais ça demande une ouverture des parties pour décloisonner le tout. Et finalement, bien sûr, j'aimerais vous en parler davantage, l'innovation, la technologie, l'intelligence artificielle. L'année dernière, 60% des organisations nous ont dit on n'a même pas eu la conversation sur comment l'intelligence artificielle pourrait venir contribuer à nos organisations, à améliorer la productivité. Clairement, un manque d'expertise ou d'accessibilité à l'expertise pour que ces organisations se lancent et arrêtent d'essayer d'avoir plus de gens ou de trouver des gens, mais de faire, pas travailler plus les gens, mais travailler mieux, notamment à travers l'innovation et la technologie. Merci. Merci beaucoup, Manon. Présentation très intéressante, certainement beaucoup plus à dire pour ces professionnels RH et RI qui sont au front de ces transformations-là. Maintenant, je vais céder la parole à Tania qui va nous entretenir des angles morts de cette pénurie ou de cette crise de la main-d'œuvre. Tania, à Très toi. bien. Merci Pierre-Luc. Et évidemment, j'arrive en quatrième position. Il y a déjà beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Et je suis vraiment très en lien, bien entendu, et avec les données que Eric a présentées, quelques conclusions que Wassila, auxquelles elle est arrivée, mais beaucoup de choses en complémentarité avec déjà ce que Manon m'a bien mis la table pour plusieurs enjeux.
Alors d'abord, je voudrais dire que le premier constat, je vous dirais, à faire, même s'il est peut-être primaire, mais il est tellement important parce qu'il transcende toute discussion autour de la pénurie, c'est aussi de ne pas oublier qu'on est dans une période forte de transition environnementale, écologique et numérique et qui sont interreliées et que le fait de dissocier un peu les compétences de la main-d'œuvre au Québec, les capacités des employeurs à pouvoir prendre ces virages et déjà, cet État est en lui-même déjà porteur de plusieurs préoccupations, disons, mais aussi d'intérêts. Deuxième chose qui est importante, c'est de dire que ce que je vais dire, je le base beaucoup sur mes recherches effectuées en 2022, autant auprès d'entreprises, beaucoup de PME, mais de grandes entreprises également au Québec, et des travailleurs de divers secteurs. Donc, bien entendu, en complément avec des données de Statistique Canada et de l'OCDE. Et comme je suis devant un forum de relations industrielles et de ressources humaines, donc j'aborderai les angles morts selon les acteurs. Donc, je vais commencer par les employés, je vais ensuite passer aux employeurs, puis passer à l'État. Je me suis dit que ce serait peut-être la meilleure façon un peu de structurer dans les 7 minutes qui me restent et que m'accorde Pierre-Luc pour pouvoir passer à travers tout ça. Donc, commençons peut-être par les employés, des choses qui ont été dites, mais peut-être juste des chiffres. La diversité de la main-d'œuvre, mais si je parle de la diversité de la main-d'œuvre, c'est de dire aujourd'hui que 25% de la population active âgée entre 18 et 54 ans provient d'origines ethniques diverses, versus, par exemple, 8% chez les 55 ans et plus. Donc déjà, le contraste est quand même énorme sur cette diversité de main-d'œuvre. Évidemment, on parle de pénurie, mais la pénurie n'est pas partout, dans le sens où il faut regarder la disparité en termes de taux de chômage. D'abord, dans les régions, les différentes régions, que ce soit de la ville de Montréal ou que ce soit évidemment du Québec, et qui est fortement plus élevé chez certaines communautés. Il faut regarder aussi du côté des nouveaux arrivants. J'ai vu tout à l'heure un commentaire dans le chat, dans la discussion très intéressant sur la question des nouveaux arrivants. Une étude, encore une fois, récemment faite auprès des employeurs du Québec, me montrait que 80% des employeurs trouvaient que les personnes immigrantes allaient certainement être une source très importante de remplacement et de recrutement de main-d'œuvre. Et la même proportion disait ne pas faire confiance aux compétences des personnes immigrantes. Donc, quelque part, on est dans un autre angle mort. Est-ce qu'on travaille sur les titres de compétences? Oui. Est-ce qu'on a des équivalences? Oui. Est-ce que ça sera aux oreilles des employeurs? Pas sûr. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des choses que parfois ne se rendent pas au bon endroit. Quand on regarde, et ce que Manon disait tout à l'heure sur la question de l'impact des technologies, plusieurs études, en accord avec des résultats de plusieurs études, on voit un grand scepticisme de la part des travailleurs relativement à l'impact que la technologie va avoir sur leurs emplois. On vit encore dans des situations de déni. Et ce qui est intéressant de constater que ce sont des personnes qui travaillent dans le secteur des technologies qui sont le plus préoccupées du changement de leur emploi versus, par exemple, des personnes qui travaillent en administration et autres et qui encore perçoivent que les pourcentages de changement seraient encore relativement restreints autour des 15 à 20%. Et de plus en plus, ce qu'on voit apparaître, c'est des gammes de demandes pour des nouvelles compétences, notamment menées par l'OCDE, etc. Beaucoup plus de multidisciplinarité dans les compétences, dans les demandes, même les employeurs sont là-dedans, alors qu'on ne voit pas trop comment les choses sont en train de se développer, autant dans les organisations que même en enseignement ou dans les institutions d'enseignement. Si je regarde du côté des employeurs, on est dans une disparité sectorielle sur des questions de pénurie de main-d'œuvre qui est très grande. Que ce soit dans les services, que ce soit dans les manufacturiers, on est obligé, on doit avoir une approche quand même sectorielle et une approche selon les tailles des organisations.
Aujourd'hui, notre économie est pas aujourd'hui, elle est depuis un bout de temps composée de 95% de petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises savent plus où est-ce qu'elles s'en vont, ont établi des stratégies pour gérer leur transformation numérique, leur transformation écologique. Les normes de divulgation sur la finance durable est en train d'intégrer les affaires. Les PME sont encore loin de penser à ça. Quand on regarde, par exemple, à partir des recherches, encore une fois, on va réaliser qu'un très grand nombre, un pourcentage très élevé de petites et moyennes entreprises, en tout cas d'employeurs, ont indiqué que les changements technologiques sont leur première priorité. Mais encore, exactement comme Manon le disait, mais après coup, on ne sait pas qu'est-ce que ça va exiger en termes de compétences, comment est-ce que ça va changer exactement le flux de travail, comment est-ce on peut optimiser les technologies dans notre secteur. Rien qu'à observer comment le télétravail et les modalités hybrides s'installent, c'est assez pour montrer que comment un changement qu'on a expérimenté pendant 2 ans a de la difficulté à s'implanter. Alors, imaginez quand on change les systèmes de production, les systèmes de vente, etc., c'est quand même tout un impact sur lequel, qui fait en sorte, encore une fois, qu'on n'est pas capable de bien saisir ou développer les compétences à l'interne. Et autre chose qu'on remarque beaucoup, c'est cette tendance que nous avons au Québec des employeurs. Quand on pose la question, où allez-vous trouver les compétences? Ben, les compétences, les employeurs vont les trouver sur le marché du travail. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les entreprises recrutent les compétences, mais ne les forment pas nécessairement. Ce qui fait à un certain moment, on contribue à causer cette pénurie de main-d'œuvre puisqu'on ne génère pas de nouvelles compétences sur le marché et on ne partage pas justement des capacités pour développer ces compétences. Puis je sais qu'il va y avoir une petite période du séminaire, du webinaire aujourd'hui sur des questions évidemment de solutions. Donc là, j'établis les angles morts, mais je ne vais pas, bien entendu, sur les solutions. Et je termine dans la minute qui me reste avec l'État. Bien évidemment, la première chose, c'est que l'idée, par exemple, de dire qu'on va aller à l'international pour chercher des compétences est un peu, disons, bizarre parce que si on regarde les études de l'OCDE parues en 2022, 25 pays sur 32 de l'OCDE où on aurait pu aller chercher des compétences sont dans des situations de pénurie de main-d'œuvre. Même chose au niveau des changements technologiques, au changement numérique. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne sont pas mieux positionnés pour qu'on puisse aller, encore une fois, puiser des ressources chez eux. Deuxième chose importante, les angles morts sur lesquels l'État devrait certainement se préoccuper, c'est tout le déséquilibre et les inégalités que les transformations numériques, écologiques et les situations de pénurie de main-d'œuvre sont en train d'amener. On voit déjà que ces transitions, selon le BIT, par exemple, sont en train de favoriser beaucoup plus le développement d'emplois à prédominance masculine qu'à prédominance féminine. On revoit encore une fois beaucoup de disparités au niveau de la rémunération, beaucoup de disparités au niveau des capacités de négociation, ce qui fait en sorte, bien entendu, qu'on est soit en train d'aggraver certaines inégalités ou d'en produire de nouvelles. Et je termine en disant que nous nous battons encore pour avoir des cultures de formation continue beaucoup plus tenaces, beaucoup plus ancrées dans nos systèmes d'emploi et encore une fois, une préoccupation qui peut aller dans les politiques publiques et qui devrait être très importante. Alors voilà. Merci beaucoup, Tania, pour votre rigueur. Vous avez tenu le temps de façon tout à fait exemplaire. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Patrice Jolette pour la dernière de ses premières interventions. Patrice, à toi. Merci Pierre-Luc. Chacune d'entre nous, on a tous nos anecdotes là, concernant la pénurie de main-d'œuvre, des expériences personnelles et le reste. On a des anecdotes par rapport à des pratiques nouvelles ou des pratiques inusitées. Au crime, nous, on appelle ça des expérimentations, mais ça, c'est un autre sujet, un autre webinaire. Mais
Bref, moi, mes anecdotes, ils remontent à 2019, quand on a commencé à me raconter des histoires d'employeurs en région, dans le secteur manufacturier, syndiqués, qui se levaient un matin puis qui allaient voir le syndicat et disaient, bon, ben nous, on a augmenté les salaires de 2 $ de l'heure. C'est pas mal, pour un chercheur en relations industrielles depuis des années comme moi, c'était pas mal intriguant. Donc, j'ai voulu aller plus loin que les anecdotes pour essayer de documenter puis explorer le phénomène de la rareté de main-d'œuvre, parce que comme l'a souligné Éric Desrosiers, oui, il y a des anecdotes, mais ce n'est pas un phénomène anecdotique. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est l'impact, ses répercussions sur la dynamique de la négociation collective, la convention collective, l'organisation et les conditions du travail, et aussi sur les syndicats locaux. J'ai fait du travail de terrain depuis ce temps-là. À travers des groupes de discussion, à travers des entrevues, j'ai rencontré des conseillers syndicaux, des présidents-présidentes de syndicats. J'ai parlé aussi à des CRHA, des CRIA. J'ai fait un sondage auprès des CRHA, CRIA. On est rendu presque à 700 répondants. Je n'ai pas évidemment tout le temps de présenter, mais bon, j'ai des articles de publier, il y a des trucs en cours. Bref, si vous vous êtes intéressé, il y a du stock. Le premier constat du terrain, c'est que, comme certains l'ont souligné, notamment Tania, la rareté de main-d'œuvre, ce n'est pas la seule perturbation qui affecte les milieux de travail. Pensez à l'inflation, le changement des générations, les changements technologiques, bien sûr. Bref, mais ce qu'il faut voir, ce qui se passe actuellement, c'est que ces effets-là se combinent et vont jusqu'à un certain point s'exacerber, hein, ces différents facteurs de perturbation-là. Certains appellent ça vraiment des crises ou des polycrises. Cela dit, quand on pose la question aux gens des milieux de travail, c'est clair pour eux que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un facteur perturbateur, c'est un facteur qui les amène à changer leur façon de faire de façon assez radicale dans certains cas. Pour les travailleurs et les syndicats, on met beaucoup l'accent sur les bons côtés de la pénurie de main-d'œuvre. Hein, augmentation du pouvoir de négociation, augmentation de la mobilité des travailleurs, hausse de salaire, la flexibilité, les primes et le reste. Ça, c'est un peu les répercussions attendues, là, hein. Si jamais on a des notions de base en économie, c'est le genre de choses qu'on aurait été capable de prédire assez facilement. Par contre, il y a d'autres répercussions inattendues, parfois négatives, là, notamment qui ressortent un peu dans les groupes de discussion et le reste. Le premier, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais la surcharge de travail. Et aussi, les gens nous parlent de TSO, du temps supplémentaire obligatoire, même dans le secteur privé. Hein. Dans certaines entreprises, faire 2 heures de plus par jour, c'est rendu dans la culture de l'organisation. La difficulté à prendre des congés, des vacances, parce qu'on n'a pas de remplaçant. Hein. Ça ressort pas mal. Et évidemment, tout ça, ça crée un cercle vicieux. Il y a des départs, on augmente la charge de travail, plus de temps supplémentaire, moins capable de faire des congés, ça augmente les risques psychosociaux, ça amène des départs définitifs ou des départs en maladie. Bref, ce cercle vicieux-là, il revient souvent dans les entrevues et dans les groupes de discussion. Il y a aussi des répercussions un peu inattendues. Hein. Certains en ont parlé, mais l'histoire, notamment l'application plus relâche, je dirais, du pouvoir patronal. Par exemple, pour certaines clauses, la gestion des absences, les heures supplémentaires, les mesures disciplinaires. Hein, dans certains cas, hein, vous vous rappelez la fameuse règle avis verbal, avis écrit, un jour de suspension, 3 jours de suspension, 5 jours de suspension, théâtre. Ben, dans certains cas, les suspensions ne sont pas purgées. Dans certains cas, on va même, j'ai eu un cas qui m'a été rapporté de 40 jours de suspension. Bref, il y a un peu. Donc, les employeurs semblent avoir peur d'être trop sévères, de peur de perdre leurs salariés. Aussi, l'embauche de personnes sous-qualifiées. Hein, on diminue les critères d'embauche. Hein. Puis également, un autre impact de ça, vous voyez dans les entreprises sur l'autoroute et tout ça, on embauche, on forme,
Mais on embauche, on forme, mais quand on embauche des sous-qualifiés, on épuise nos formateurs, hein, parce que c'est beaucoup plus difficile de former des gens qui n'ont pas une formation de base. Je vais terminer avec ça. Les répercussions aussi de la pénurie de main-d'œuvre sur les syndicats. Ça a un impact sur la vie syndicale, notamment sur la relève et le fonctionnement. Il y a du roulement. Ça fait en sorte qu'il y a de la difficulté à pourvoir les postes syndicaux. On se retrouve avec des exécutifs syndicaux, avec des personnes inexpérimentées, ce qui oblige les fédérations, les centrales à faire de la formation en continu. Évidemment, les gens ont de la misère à prendre des congés, mais ils ont aussi de la difficulté à prendre des libérations syndicales. Et des fois, c'est parce que l'employeur va refuser en disant, bon, les opérations ne le permettent pas, comme on retrouve dans beaucoup de conventions collectives, mais aussi, c'est les pairs qui disent, non, 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 toi, tu repars pas, tu repars pas en libération encore, parce que quand toi, tu es en libération, nous autres, on se tape le surplus. Fait que ça cause évidemment certaines frictions au sein des syndicats. Les attitudes des membres aussi ont changé. Les attentes sont beaucoup plus grandes à l'égard de la négociation. On sait ce qui se négocie ailleurs. On veut, nous autres aussi, avoir notre part du gâteau. Vous voyez aussi, bon, évidemment, l'inflation a eu sa part d'effet là-dedans également. La question des rejets d'accords de principe tient un peu de ce changement d'attitude-là. Aussi, certains travailleurs veulent négocier des ententes individuelles avec on a des cas, avec l'employeur. Parfois, c'est des nouveaux, parfois, c'est des anciens. Et le syndicat est obligé de dire non, 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 la convention collective ne prévoit pas ça. Si tu veux négocier ça, c'est à moi, avec moi qu'il faut que tu le négocies. Évidemment, là, le syndicat a le mauvais rôle dans ce temps-là. Aussi, les rapports entre les membres. Certains conflits ont été rapportés entre les jeunes et les plus anciens. Hein. Par exemple, lorsqu'on réduit la durée pour acquérir la permanence ou pour arriver au sommet de l'échelle. Également, des conflits entre les qualifiés et les non qualifiés. Hein. Pourquoi les travailleurs qualifiés devraient avoir une augmentation de 30 puis nous autres, on a juste 10 vous voyez le genre de conflit. Aussi, l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires, ça crée de nouveaux enjeux pour le syndicat, notamment au niveau de la francisation, de l'intégration, aussi de la solidarité par rapport aux enjeux syndicaux. En conclusion, Patrice, s'il te plaît. Bref, il y a des répercussions positives, répercussions négatives pour les travailleurs et les syndicats, mais donc, ça met simplement en évidence le besoin d'avoir un portrait nuancé des effets de la pénurie de main-d'œuvre. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Je vous remercie toutes et tous pour des présentations extrêmement riches. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de matière. On avait convenu qu'il y aurait peut-être possibilité de faire un autre tour. Le temps file. Je pense qu'on va utiliser cette période tampon-là plutôt pour la basculer à la fin. Tania l'a mentionné, on aimerait bien pouvoir revenir sur des questions de solutions. À ce point-ci de notre webinaire, j'inviterais toutes les personnes qui participent et qui auraient des questions pour nos intervenantes et intervenants à me les écrire dans la messagerie instantanée, le chat en latin. Il me fera plaisir ensuite de les poser aux différentes personnes qui participent à cette table ronde. Donc, déjà, peut-être que je pourrais en lancer une qui était déjà dans la messagerie. On a Nadia qui nous parle des préjugés sur les compétences venues d'ailleurs qui affectent les efforts de représentation de certains groupes ciblés par différentes mesures. Quelles solutions, dans le contexte de la crise de main-d'œuvre, peuvent être envisagées? Et je m'adresse peut-être à Tania qui aborde cette question-là déjà, étant entendu qu'on pourra déjà répondre à certaines questions sur les solutions, mais on reviendra aussi en donnant la possibilité à chacune et chacun de nos panélistes de proposer des choses qu'elles et ils ont pu voir dans leur pratique. Donc, Tania, j'aurais tendance à te lancer la balle.
Oui, c'est une très bonne question, puis évidemment très actuelle. On peut faire tout un séminaire là-dessus, mais je répondrai vraiment sous deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il se fait beaucoup de travail sur la reconnaissance des titres de compétences. Vous savez, dans les universités, on en fait, dans le MIFI en fait, au niveau évidemment de l'emploi, on en fait. Et là où parfois il y a peut-être beaucoup plus il y a beaucoup d'ordres professionnels le font et évidemment en collaboration avec les institutions d'enseignement pour les mises à niveau, etc. D'autres sont peut-être un peu plus réfractaires, on connaît beaucoup d'histoires là-dessus, donc je ne vais pas y revenir. Mais je vous dirais, est-ce que les employeurs arrivent à un moment à être assez sensibilisés sur des équivalences et sur les acquis que de travailler, encore une fois, seulement sur les titres des diplômes et autres. Donc, il y a encore tout un travail à faire à ce niveau. Et le deuxième, ce sont les fameux critères qu'on met, les exigences qu'on met pour les postes, qui ne sont pas nécessairement toujours directement en lien avec les emplois ou que l'on peut peut-être remplacer par autre chose. La fameuse expérience québécoise ou canadienne, souvent sur des périodes trop longues, qui n'est pas vraiment toujours nécessaire ou à laquelle on aurait pu remédier, par exemple, par une formation peut-être plus accélérée qui pourrait être donnée par les employeurs. Donc, je m'arrêterai pour l'instant à ça, mais c'est certainement une question très importante. Peut-être que Wassila pourrait peut-être aussi Merci, compléter. Tania. Oui, Wassila, je vous Si cède vous la parole. Oui, si vous me le permettez, Tania, vous avez touché un point sensible. D'ailleurs, la Conference Board of Canada, en octobre 2022, a sorti un rapport où elle qualifiait l'expérience canadienne de mythe. Donc, on peut imaginer combien de candidats ont été désélectionnés juste par rapport à cette condition-là, un peu quand même contraignante de l'expérience canadienne qui a été condamnée par la Conference Board of Canada en 2022, pardon. Merci. Merci, Wassila. Ça soulève aussi, je vois une autre question, ça soulève la question de la reconnaissance des compétences plus généralement aussi, hein, parce qu'on a parlé de différentes catégories de main-d'œuvre, hein, différents types de personnel potentiel, des gens qui sont actifs en ce moment, qui pourraient l'être ou qui pourraient y revenir. Euh, je ne veux pas forcer la main à qui que ce soit. Manon, est-ce que est-ce que dans les pratiques les bonnes pratiques des membres de l'ordre, euh, comment est-ce qu'on peut contribuer à cette échelle-là des professionnels? Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a tout un volet qui relève davantage des politiques étatiques euh, et de décisions qui sont au-dessus de la tête des intervenantes et des intervenants. Donc, pour la reconnaissance des compétences, toujours sur la reconnaissance des Oui. compétences des gens formés à l'étranger, ben, je pense que mes collègues ont été assez éloquentes. Je ne sais pas si je peux ajouter de la valeur, mais c'est sûr que quand on a des équipes de professionnels en ressources humaines dans des organisations, ben, il y a peut-être une compréhension différente sur les formations et tout ça. Mais quand je reviens aux critères de notre économie de PME, 95% de PME, où il n'y a pas personne qui a cette expertise-là. En fait, donc, c'est l'entrepreneur qui met ce chapeau-là. Ça devient très, très difficile de faire l'exercice de juste de dire, ben, qu'est-ce qu'une licence, qu'est-ce que ça veut dire une licence en droit en France ou qu'est-ce que ça veut dire? Donc, juste sur la reconnaissance des diplômes, c'est extrêmement difficile. Donc, bien sûr, ma solution pour ça, c'est d'avoir un CRHA, CRIA par organisation. C'est toujours ce que j'amène, bien sûr, avec un sourire en coin parce que c'est pas plausible. Mais comment on fait pour amener cette expertise-là, pour aider les gens à bien comprendre et bien apprécier les compétences? Et j'ose revenir sur ce que Tania a dit. Pour moi, le constat que je fais souvent encore quand on regarde des affichages de postes, des descriptions de postes, je pense que les organisations ne sont pas réalistes dans leurs exigences, puis de vraiment aller faire le travail de quelles compétences sont essentielles et les autres, comment je peux former et développer ces compétences-là. Souvent, c'est 2 pages de compétences de souhait, donc aussi pour les individus qui voient ces exigences-là, puis disent, ben moi, je n'oserais pas, des gens qui osent, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas. Donc, c'est déjà un frein, ils s'auto-censurent parce que, à un moment donné, les exigences telles que décrites au niveau de la formation, au niveau de l'expérience, au niveau des compétences, au
niveau du savoir-être, elles sont beaucoup trop nombreuses et je pense que les organisations ne s'aident pas en ce sens-là, que ce soit pour recruter des gens ici ou formés ici ou ailleurs. Merci beaucoup, Manon. Éric, encore une fois, hein, mon objectif n'est pas de forcer la main à qui que ce soit, mais dans les données qu'on a sur la reconnaissance, vous nous avez parlé en fait des pistes de solutions, des différentes voies de sortie de la crise, hein, qui sont envisageables. Je vois une question en fait, qui porte au niveau des employeurs, mais par où commencer? Comment prioriser? On a parlé de la productivité, puis j'essaie de faire des liens parce qu'on a parlé aussi de changement technologique, on a parlé d'innovation. Euh, Où est-ce qu'on part avec ça quand on regarde le portrait avec 3 pas de recul? Ben, c'est une bonne question, puis malheureusement, je n'aurais pas de super bonne réponse à vous donner. Euh, En ce qui a trait strictement à la productivité, c'est la réponse qu'on donne, qu'on sert tout le temps aux entreprises, par exemple, en disant améliorer votre productivité. Mais les experts en la matière admettent qu'ils savent en fait pas trop comment est-ce qu'on améliore la productivité d'une économie ou d'une entreprise. Oui, évidemment, on fait une fixation sur la technologie, par exemple, l'automatisation, les robots, l'intelligence artificielle et blablabla. Euh, mais en fait, on constate que ce n'est pas nécessairement directement lié. On peut investir beaucoup dans ces secteurs-là puis avoir finalement assez peu de résultats. Euh, on a plusieurs enquêtes auprès des entreprises qui montrent que des fois, on investit de façon assez importante justement dans le renouvellement des parcs technologiques. Puis que finalement, c'est des technologies qu'on n'utilise pas tant que ça. Alors, en termes, donc là, ça pose le problème de la capacité d'utiliser ces technologies-là. Et là, on parlait de compétences tout à l'heure. Il y a une étude qui a été faite par l'OCDE en Ontario, mais ça doit pas mal valoir avec le Québec, où on s'est amusé à regarder justement toutes ces entreprises qui demandent des compétences en technologie là, pour leurs candidats pour l'emploi. Puis là, ils ont eu la bonne idée de creuser un petit peu plus en disant, ouais, ben attendez, là, concrètement, là, vous dites que vous voulez des compétences en technologie, mais vous pensez à quoi de façon très, très réaliste ou très, très concrète? Puis là, en fait, ce qu'on découvre, c'est que oui, dans certains cas, ça prend des super experts, des ingénieurs en informatique, puis des trucs comme ça. Mais essentiellement, ce n'est pas ça qu'on a en tête. Essentiellement, ce dont on a besoin, c'est des gens qui sont capables d'utiliser des outils technologiques relativement simples. Que ce soit des plateformes de télétravail, que ce soit un fichier Excel, que ce soit toutes sortes de trucs de ce genre-là. En fait, dans beaucoup de cas, c'est simplement d'être capable d'utiliser de façon utile, productive, innovante, des technologies déjà existantes. Puis ça, bon, oui, on peut l'apprendre à l'école, ailleurs, mais là, on a évoqué plusieurs fois la formation tout à l'heure, la formation continue. Effectivement, ça, les experts nous disent toujours la même chose. Il va vraiment falloir qu'on apprenne collectivement à la fois comme travailleur, à rechercher une requalification continuelle, constante, mais qu'on puisse la trouver aussi en entreprise. Puis, évidemment, c'est un sacré défi pour les plus petites entreprises qui n'ont pas évidemment les ressources des grandes. Alors, vous voyez, c'est parti dans toutes les directions, la réponse à votre question pour les entreprises. Mais en fait, c'est un ensemble de facteurs. On parle de productivité multifactorielle. C'est un concept, en fait, pour dire tout et n'importe quoi. De l'innovation, ça peut venir de tous les points de vue, y compris, on parle des entreprises, pour ce qui est du mode de gestion, d'organisation du travail. Ça aussi, ça peut être de l'innovation. Alors, ça sera de trouver une façon de se réinventer, de faire mieux, plus avec ce qu'on a. Puis ça, ben, une des premières conditions, c'est de créer le stress, l'obligation de s'améliorer. Et ça, c'est peut-être un des bons côtés de la rareté de main-d'œuvre. Jusqu'à présent, on n'avait pas à se poser ces questions-là. C'était simple. On ajoutait des bras et des têtes quand on voulait se développer. Là, on ne l'a plus. Alors, ça nous oblige tous collectivement, y compris dans les petites entreprises, à dire, attendez, là, comment je peux faire mieux? Qu'est-ce que font les autres pour faire mieux que moi? Puis je vais essayer de les copier, puis même de les battre la prochaine fois. Merci beaucoup, Éric. Je vois justement sur cette question, commentaire de notre collègue Gregor Murray sur les changements technologiques, l'importance du dialogue social. Ça me donne l'opportunité de lancer la balle à Patrice Jalette, euh, qui est co-auteur d'ailleurs d'un chapitre sur l'organisation du travail dans notre volume sur la convention collective. Euh,
Patrice, ces changements technologiques-là, la mise en place de nouveaux moyens de production, la substitution du capital au travail, comment est-ce que ça se présente à travers les travaux que vous réalisez, les observations que vous faites dans les milieux de travail syndiqués? Euh, la que- c'est une excellente question parce que le changement technologique est vraiment une autre. Bon, on peut y aller avec différentes solutions par rapport, on peut, visant l'attraction, la rétention, par l'amélioration des conditions d'emploi, on peut accroître l'offre de travailleurs en recrutant dans des nouveaux bassins. On peut aussi utiliser de façon optimale les ressources en emploi des gens en emploi par les heures supplémentaires, la polyvalence et le reste. À un certain moment donné, il faut se poser la question sur le modèle de production. Hein? Comment ça se fait? Est-ce qu'on a besoin de tant de main-d'œuvre ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer ça? Là? Parce que est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'introduire plus de technologie? Comment ça se fait que notre industrie ou notre entreprise est si intensive en main-d'œuvre, là, a besoin de tant de main-d'œuvre que ça? Fait que c'est des questions qu'il faut certainement se poser d'autres solutions, c'est les heures d'ouverture. Mais là, hein, euh, pendant des années, les employeurs, en tout cas, certainement les gouvernements voulaient créer des emplois, mais là, il faut essayer de se trouver une façon de créer des travailleurs, là, de créer une force de travail. Mais des fois, ça a comme une limite, ça. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir. Et la technologie, c'est certainement une option. Là. Merci beaucoup, Patrice. Il y a quelque chose que Patrice Jolette vient de soulever sur la question des modèles de production, hein, puis de l'intensivité en capital ou en travail de nos modèles nationaux. Et euh, ça retouche des questions que je vois dans la messagerie, notamment la question du cadre institutionnel. Euh, je vais relancer la balle à Tania. Euh, Quelle part de responsabilité, Tania, on a évoqué tout à l'heure la question des trois grands acteurs traditionnels de relations industrielles, hein, les employeurs, les salariés et l'État. Euh, comment on fait le départage entre les responsabilités respectives des acteurs privés et de l'État? Euh, il y a tout un enjeu, là. Ça- Oui, très belle question. Merci Pierre-Luc. D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est comment on mesure la productivité et qu'est-ce qui relie aujourd'hui ou qu'est-ce qui rejoint à la fois les employeurs, les employés et l'État. C'est une transformation et une évolution des normes juste autour justement de la finance durable, autour de la mesure de qu'est-ce qu'une économie et qu'est-ce qu'une société durable. Oui, on en parle, il y a déjà des virages qui ont été pris, mais aujourd'hui, le fait d'associer directement des questions de croissance économique, de développement de l'emploi, de capitalisation, à des questions sociales, donc de développement social, de santé-sécurité, de qualité de vie, d'éthique, de respect de la diversité du leadership et des questions de gouvernance sont directement associées, puis de plus en plus vont être indissociables les uns des autres. Il faut mieux commencer à s'en préoccuper tout de suite. Les grandes organisations le font. Déjà, des critères d'investissement durable sont mis en place. Les PME y échappent, mais leur tour viendra. Donc, ça, c'est déjà au moins une bonne nouvelle qui fait en sorte qu'il met au cœur aussi du développement des organisations, de la société, toute la question du renforcement des capacités. Donc, ça, c'est d'une part. Deuxième chose, quand même au Québec, on a un tissu social très intéressant. Puis on se distingue par un tissu social important, mais peut-être l'appliquer encore plus. J'étais dernièrement à une conférence sur les heures de formation. D'ailleurs, il y a une question, je vais me permettre, Pierre-Luc, de Mathieu, qui dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Les compétences sont clés, mais comment on fait pour les soutenir? Comment on fait pour les développer? Bien entendu, il y a la question de les identifier. Puis là, il faut mettre les technologies un peu au service
les créations de plateformes, il faut vraiment s'entraider. Il faut que des écosystèmes se créent dans lesquels on met les institutions d'enseignement, les entreprises, les chambres de commerce, tous ceux qui donnent du soutien aux organisations, les syndicats, bien entendu, et d'essayer justement de voir comment est-ce qu'on passe à travers des changements technologiques importants puis qu'on amène des compétences. La deuxième chose, comme tout ordre professionnel, je regarde Manon, exige des heures de formation puis que les personnes ne peuvent pas passer outre, bien, les heures de formation doivent faire partie des emplois, doivent devenir autant une obligation pour les employés que les employeurs, doivent être rémunérés comme tels, doivent faire partie des évaluations de rendement, de performance, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. La formation continue doit tellement devenir intégrée. Elle est tout aussi importante dans un contexte de vieillissement de la main-d'œuvre que dans un contexte de nouveaux arrivants, que dans un contexte de transformation. Ça rejoint tout le monde. Vous n'allez pas vouloir garder au travail des personnes qui n'ont pas les compétences pour pouvoir faire le travail et les personnes ont autant droit à la retraite que droit au travail. Mais il faut pouvoir justement diversifier ces trajectoires pour pouvoir y arriver. Donc, il y a toute la notion de productivité qui est en train d'évoluer, mais beaucoup sur qu'est-ce que les organisations doivent poursuivre comme nouveaux indicateurs de performance. Puis ces indicateurs ne sont pas seulement des critères de capitalisation, puis des critères des critères de croissance économique. Et cette association se fait enfin. Et je pense que nous qui sommes vraiment des porteurs donc de messages de sciences sociales, de tissu social important dans nos sociétés, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et donc, il faut renforcer, mais là, il faut trouver les indicateurs, les actions pour y parvenir, puis établir, encore une fois, aider les entreprises, que ce soit les grandes qui aident les plus petites, que ce soit à travers des politiques justement d'approvisionnement, que ce soit à travers une meilleure collaboration à l'intérieur des chaînes de valeur. Je pense qu'on ne pourrait nous en sortir que gagnant. Merci beaucoup, Tania. Et je vais en profiter pour rebondir sur des choses qui viennent d'être mentionnées, là. On parle de tissu social, on parle, je repense à la question de Grégoire Murray sur le dialogue social. Donc, si on veut recomposer ou si on veut tirer le maximum de ce tissu social-là qu'on a, hein, des aménagements ou des infrastructures institutionnelles que l'on a développées au cours des décennies, au Québec qui devraient être des tremplins pour régler les problèmes comme ceux qui découlent de la crise de la main-d'œuvre. On a besoin des organisations collectives. J'aurais en fait deux questions. Une pour Manon Poirier. Comment est-ce qu'une organisation de professionnels comme l'Ordre peut agir et intervenir dans ce cadre-là où on a besoin d'acteurs collectifs, on a besoin d'une voix pour les différents intervenants, sachant que les professionnels en RH et en RI sont, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait, puis comme vous l'avez bien montré, sont aux premières loges, hein, à la première ligne, hein, sont au front. Ma deuxième question, déjà, pour sauver du temps, et pour Wassila, ce dialogue social-là, on l'a vécu de façon très centralisée au Québec au fil des ans. C'est celui-là qu'on connaît assez bien, mais il y a des enjeux régionaux qui sont particuliers. Donc, comment est-ce qu'on peut le concevoir à l'échelle des régions, peut-être pour adapter les solutions aux besoins particuliers? Donc, Manon et Wassila, ensuite. Oui, merci. En fait, c'est sûr que de notre côté, le rôle d'un autre professionnel, donc c'est à la base, c'est de protéger le public, hein, mais c'est sûr à travers ça, on protège le public en soutenant le développement des compétences de nos propres professionnels. Tania faisait référence aux obligations de formation continue. Donc, bien sûr que c'est à travers eux qui est notre première action de s'assurer que dans leur milieu, ils puissent poser les questions, susciter ce dialogue-là, amener des changements, une autre prise de conscience. Vous savez, le grand défi des gens de ressources humaines, je pense, depuis longtemps, c'est que la plupart des organisations, et encore une fois, je ne peux pas parler de tous les employeurs au Québec d'un même souffle, on s'entend, c'est à la géométrie très variable, mais la plupart des organisations ont une vision très court terme dans ce qu'elles font.
Donc, le défi, c'est de toujours de voir en termes d'investissement à moyen et à long terme. On parle beaucoup de développement des compétences, de formation. C'est probablement un aspect où euh, les organisations ont tellement un potentiel d'aller bien au-delà de ce qui est fait présentement. C'est souvent, tu sais, il y a des budgets de formation, c'est souvent fait à la pièce. Là où on voit plus d'efforts concertés, c'est justement quand il y a une nouvelle technologie pour maîtriser la technologie, mais très peu pour revoir l'organisation du travail puis qu'est-ce que ça change autour de ça. Donc, en termes de ce développement de compétences-là, je pense qu'il y a une posture différente à prendre, c'est d'aller plus loin, de le faire moins à la pièce. On dirait qu'on le fait parfois pour le faire. Récemment, un sondage disait que les dirigeants voyaient que c'est absolument important de former leurs gens au-delà du technique sur des compétences de collaboration relationnelle et tout ça, mais dans les faits, c'est pas là que l'argent était dépensé. L'argent est dépensé souvent pour former les cadres et les professionnels et moins d'argent, moins de temps dédié aux gens techniques, aux gens d'administration. Fait qu'il y a une espèce de changement de paradigme. Donc, ça, c'est au niveau d'influencer l'ordre, comme pouvoir soulever, amener de nouvelles pratiques par l'inspection, voir s'assurer, bien sûr, si nos pratiques sont adéquates. Puis l'autre chapeau de l'ordre, c'est le rôle sociétal, où justement d'essayer d'approcher les organisations, puis leur faire voir est-ce qu'on peut changer la donne. Moi, je reviens sur le développement des compétences. Ça fait des années que j'entends les organisations apprenantes, la culture apprenante. Je n'ai pas encore vu beaucoup d'organisations qui le maîtrisent, le fait vivre pleinement, alors que pourtant, le capital de compétences d'une organisation, c'est ça qui la distingue des autres. Donc, votre question était là, j'avais le goût d'aller plus sur comment là on peut agir pour venir changer les pratiques, mais ça veut dire aussi des professionnels, des gens de ressources humaines, de laisser aller certains paradigmes. On voit des organisations émergentes qui gèrent vraiment par compétence où il n'y a plus de description de poste. Donc, il n'y a plus de description de poste dans certaines organisations qui tirent leur ficelle du jeu à travers la pénurie de main-d'œuvre. Mais dire aux gens de ressources humaines que vous n'allez plus travailler avec des descriptions de poste, c'est comme un pilier qu'on ébranle. La même chose, je pense, dans les discussions que les syndicats, le patronat doit avoir, c'est comme des piliers qu'on ébranle quand on se dit qu'il n'y aurait plus de description de poste, les gens peuvent aller au-delà de leur fonction, on ne va plus nécessairement mesurer, alors que tout est lié à ça. Donc, il faut aussi accepter de laisser aller pour s'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Merci Manon. Ça m'interpelle beaucoup, moi, le prof qui enseigne le cours de convention collective à l'Université Laval, le plus de description de poste, ça soulève bien des questionnements en ce moment. Wassila, je vous cède la parole rapidement sur cette question-là de comment est-ce qu'on peut aménager à l'intérieur des régions. Puis après ça, de toute façon, je vais rapidement revenir à vous, puis je vais repasser la parole à nos 5 intervenantes et intervenants pour la clôture. Parfait, parfait. Si je peux revenir sur un peu le dialogue social sous forme ou encore entre le réseau institutionnel formel des acteurs là dont on a parlé, l'État, les employeurs et les employés et leurs représentants. Ce que j'ai observé en région, c'est que ce dialogue social se fait aussi au niveau informel. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà pris elles-mêmes des initiatives très novatrices et très pro-social pour justement aider l'attraction, l'intégration de plusieurs travailleurs qu'on a fait venir dans la région, puis aussi des observations qu'on a fait dans une autre étude avec Sébastien Arcan et un nombre important de chercheurs là sur des régions avoisinant la capitale nationale. Donc, plusieurs de ces entreprises-là sont déjà dans les solutions novatrices, dans le dialogue social et il y a aussi l'implication de la communauté qui reste un acteur important dans le contexte de région. Donc, la communauté est déjà sensibilisée et déjà prête à accepter une population qui est différente. Là, si on parle un peu de l'aspect diversité ethnique, diversité ethnoculturelle, mais aussi, il faut penser aussi à tout l'aspect des autres populations qui sont marginalisées, qu'on ne voit pas, qui ont des déficiences intellectuelles et que les organisations peuvent gagner beaucoup à les intégrer dans leur cible ou dans leur population de travailleurs. Donc, je dirais que le dialogue social
surtout informel, existe déjà en région et j'ai rencontré beaucoup aussi d'infirmières qui m'ont raconté qui ont été embauchées dans la région ou dans la municipalité de Lansar au nord de la Témiscamingue et qui m'ont témoigné que la communauté est vraiment très très solidaire puis on leur organise des campagnes de dons de vêtements, de recherche de logements. Donc, c'est vraiment des initiatives citoyennes qu'on doit vraiment encourager. Donc, ça fait partie aussi des solutions au niveau du dialogue social. Merci. Merci, Wassila. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier, hein, le milieu de travail s'insère dans un réseau communautaire, hein, local. Donc, des gens qui sont à l'extérieur même euh, de la vie économique dont on considère peut-être plus spécialement le rôle et les effets dans ce qu'on fait en relations industrielles. Écoutez, les 13h25, on approche de la fin. Donc, je veux redonner la parole à nos intervenantes et intervenants. Je vais le faire dans le sens inverse des premières interventions, hein, par sens de justice. Donc, je vais débuter sans tarder avec Patrice. Donc, Patrice, en 1 minute environ, hein, peut-être revenir sur des choses qui paraissent importantes, puis peut-être identifier des pistes de solutions s'il y en a. Mm. Mais je pense qu'il n'y a pas, désolé, là, mais il y a pas de solution miraculeuse à mon sens. La problématique est complexe. Puis aussi, moi, je pense, puis le webinaire le montre bien, c'est pas, faut pas seulement l'aborder sous un seul angle, bon, la pénurie, c'est un problème macroéconomique, ça va se régler lorsque l'économie va se rétablir. C'est juste une question de compétence, c'est juste une question d'attraction, c'est juste une question d'immigration. Il n'y a pas de solution magique, à mon sens. Mais ce que ça vient nous dire, c'est qu'on a besoin d'explorer de manière critique ce qui se passe dans les milieux de travail. Parce que ces temps-ci, l'excuse, c'est la pénurie de main-d'œuvre pour tout. Puis ça tue, ça empêche la réflexion, ça stérilise la réflexion. Mais au contraire, si on veut arriver avec des solutions innovatrices, puis passer à travers ça, il faut réfléchir de façon innovante et de façon constructive. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Tania. Oui, très rapidement, encore une fois, beaucoup de choses super intéressantes ont été dites. Donc, moi, je reviendrai sur l'importance de prendre le virage écologique et social dans la façon d'établir les systèmes d'organisation du travail, dans la façon d'établir les stratégies des organisations. Il n'y a pas le choix de ne pas le faire. Deuxièmement, mettre les technologies au service des entreprises, mais surtout des petites et moyennes entreprises. Pour déterminer, essayer de faire des diagnostics sur les besoins de transformation technologique, mais aussi d'identifier les compétences. Puis, encore une fois, utiliser des plateformes pour des formations. Il est très difficile de mettre à la charge, compte tenu de l'ampleur des transformations, sur des PME pour développer leurs programmes, aller trouver les programmes. Il faut absolument travailler avec des systèmes beaucoup plus collaboratifs qu'on les a connus, mais finalement, on travaille pour un objectif commun. C'est un objectif, évidemment, de développer nos économies et nos sociétés. Troisièmement, bien entendu, regarder du côté des titres de compétences, mais là, on en a bien parlé parce que ça, c'est encore une fois un grand bassin de main-d'œuvre qui est souvent négligé. Et développer la culture de formation. L'excuse, on n'a pas le temps, qui est généralement au manque de temps, qui est l'excuse numéro 1 pour ne pas en faire, ben, tout simplement ne tiennent pas. Et quand on sait que ça ne fonctionne pas, ben, il va falloir vraiment l'intégrer à l'intérieur des descriptions d'emploi et faire le tout à travers une lentille de diversité. Absolument de voir est-ce que ce qu'on est en train de mettre en place écarte des personnes par rapport à d'autres de façon inutile? Est-ce qu'on tient compte des déterminants tels que l'âge et autres? Donc, de tout faire à travers une population active qui, de point de vue sociodémographique, est très, très diversifiée et souvent avec des personnes qui sont laissées pour compte pour des raisons qui ne s'expliquent pas du tout. Voilà. Merci beaucoup, Tania. Manon. Oui, j'aimerais prendre cette tribune. En fait, de mon dernier point, ce serait peut-être pour citer une évidence, mais pourtant, les pratiques
tarde parfois à évoluer dans certains milieux, j'aimerais parler de l'importance du gestionnaire. Donc, dans la rétention, bien sûr, des employés, dans la fidélisation, dans la motivation à rester, vous choisissez le vocable qui vous heurte le moins. Mais l'importance du gestionnaire, peu importe les études, les sondages et tout ça, ce qu'on constate, c'est l'influence que cette personne-là sur les individus. Et au fil du temps, on est devenu extrêmement exigeant au niveau des gestionnaires. Oui, ils sont encore bien sûr imputables de livrer ce qu'ils ont à livrer, mais on s'attend d'eux à ce qu'ils soutiennent leurs équipes, qu'ils voient leur développement, qu'ils les forment, qu'ils les coachent et qu'ils s'assurent qu'ils distinguent les signes avant-coureurs de conflits, de santé psychologique et tout ça. Pourtant, certains constats qu'on fait encore dans beaucoup d'organisations, on a encore le réflexe de promouvoir le meilleur des techniciens comme chef technicien. C'est comme si le savoir technique est absolument essentiel et on se dit, ben, au niveau de la gestion, on va l'apprendre. Bien sûr, il y a des très belles histoires et des gens qui ont les compétences, mais dans plein d'autres cas, pas nécessairement ces compétences de gestion. Alors, j'aimerais, je rêve d'un jour où toutes les organisations vont embaucher ou promouvoir des gens qui ont vraiment le profil de gestion, qui vont les accompagner, bien sûr, pour développer leurs compétences en gestion, qu'on va mesurer leur performance, pas que sur les livrables, mais aussi sur des aspects de soutenir l'équipe, former, développer, accompagner. Je pense qu'on aurait un impact très, très positif au sein des organisations si on arrivait à ce moment-là. Merci beaucoup, Manon. Wassila. Oui, merci. Donc, je veux revenir sur un point essentiel. En fait, on est en train de former des CRHA, CRIA dans nos écoles de gestion et c'est important, si je reviens un peu à l'aspect formation, c'est important de miser dans nos formations sur ce qu'on appelle le transfert distal. Donc, au lieu que ça soit juste un transfert proximal, on leur apprend seulement à appliquer des règles, on doit leur apprendre à transférer leur apprentissage dans des situations qui peuvent être très différentes. Le lien que je fais, c'est que en présence d'une diversité avec toutes ces couleurs dans les organisations aujourd'hui, les gestionnaires ou les conseillers en ressources humaines, CRHA, CRIA, devraient avoir cette agilité et ce pouvoir ou cette possibilité d'avoir leur grain de sel dans la gestion et puis s'adapter à des aspirations et des besoins qui peuvent être très différents dans ce bassin très diversifié. Et donc, penser un peu à être à l'écoute des besoins et à aller un peu avec des arrangements presque individualisés pour pouvoir un peu répondre aux besoins de cette main-d'œuvre qui est très diversifiée, qu'on n'a pas le choix, on la vit, puis on a à vivre avec pour plusieurs années. Donc, juste un peu revenir sur cette possibilité d'arrangement, mais je sais que Patrice Jalette et d'autres personnes vont me regarder en me disant qu'on a déjà de la difficulté à gérer des contrats collectifs qui ont leur lot aussi, qui ont commencé à intégrer des clauses différentes selon la réalité, puis des contrats individuels et en plus individualisés. Donc, je vous laisse sur ça. Donc, ce paradoxe-là qui va rester pour certaines années, mais si on a un bon sens de jugement auprès de nos gestionnaires, on pourrait arriver à une solution optimale. Merci. Merci, Wassila. Effectivement, là, un besoin de jongler avec une certaine complexité hein, qui rend d'autant plus nécessaire la bonne formation des personnes qui assument les différentes responsabilités dans nos organisations. Je termine avec Éric Desrosiers. Tu as de la parole, Éric. Oui, ben, peut-être 3 points. Un, la rareté de main-d'œuvre, c'est pas juste un mauvais moment à passer. Oui, les boomers vont. Cette période où plus de gens vont partir à la retraite que de nouveaux travailleurs vont entrer sur le marché du travail, ça va probablement, ben, ça va finir par s'atténuer. Mais la période d'une main-d'œuvre abondante et bon marché est passée. Et donc ça va forcer nos économies, nos sociétés, nos entreprises à apprendre à faire différemment. Ça amène donc des changements structuraux, culturels. Donc, ça va prendre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps.
même si on se sent aussi un petit peu dans l'urgence, fatalement. Euh, Si c'est bien fait, ben écoutez, ça peut être juste une amélioration, de mieux valoriser le travail, les travailleurs, c'est une bonne chose. Si on réussit à faire ce virage-là tout en assurant une prospérité collective, c'est gagnant-gagnant. Puis, moi, ça me fait fatalement penser à un autre grand rendez-vous, en fait, un autre grand bouleversement auquel on fait face, c'est la transition verte. C'est un autre de ces bouleversements auxquels on n'a pas le choix de répondre. On essaie de faire au mieux. Ça va prendre du temps, d'effort. Euh, mais ça peut bien finir, cette histoire-là, si on s'y met tous, puis on fait preuve d'un petit peu de créativité, d'intelligence collective. Merci, Éric. Et je rappelle, parce qu'on a fait la promotion de l'ouvrage que Patrice co-dirige, que vous êtes l'auteur de petit ouvrage sur la crise de la main-d'œuvre, fort intéressant, qui permettra à toute personne qui s'intéresse à cet enjeu-là d'en apprendre davantage. Il me reste à vous remercier tous les 5 pour votre contribution à ce webinaire, pour vos interventions fort intéressantes et instructives. Je suis certain que les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui en ont appris beaucoup, tout comme moi. Et je vous remercie. Et je remercie aussi, évidemment, les participantes et participants à ce webinaire. Donc, merci de vous être inscrits en très grand nombre et d'avoir montré l'intérêt que vous avez pour le questionnement et la réflexion critique sur ces enjeux d'importance pour notre société. Alors, voilà, c'est ce qui met fin à cette activité. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois.